c'est une carte de la Soule, hein, mais c'est juste une petite partie d'une carte qui est la carte de la principauté de Béarn. Donc on verra tout à l'heure. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant qu'on avait ce coin qui convenait parfaitement à illustrer cette première diapo. Alors, on a parlé du guide du routard qui me permettra de remonter, en tout cas d'entamer ma présentation et de remonter dans le temps. Ça va être un peu la direction, donc on va remonter le temps avec cette petite notice très dense, peut-être même trop dense et trop courte, du guide du routard, édition 2022-2023. La première phrase, après les horaires d'ouverture, le style Renaissance, il fut construit par l'évêque d'Oloron, Arnaud Ier, descendant de Pierre de Mailly, violent défenseur de la foi catholique face au protestantisme, entre parenthèses, dont les descendants habitent toujours le château. Alors j'ai trouvé que la partie entre parenthèses arrive un peu brusquement, et le passage qui précède est un peu... Bon, on ne peut pas exactement savoir ce qu'ils entendent par là. Qu'est-ce que ça veut dire, violent défenseur? En tout cas, ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est un personnage qui, visiblement, incarnait cette résistance au protestantisme. Et deuxième information que j'en ai tirée, surtout après avoir travaillé sur le dossier, c'est qu'il y a ce lien généalogique mis en avant. Le premier qui descend de Pierre de Mailly, on verra que cette descendance qui est automatique ou logique ou tout ce qu'on veut a une importance dans l'écriture de cette histoire. Cette géographie pas très évidente, vous avez un certain nombre d'enclaves de part et d'autre des Pyrénées, mais cette situation-là a une importance particulière, importance stratégique et aussi pour les affaires religieuses. L'évêché d'Oloron, il en était question. J'ai essayé de marquer la frontière, on peut à peu près voir ici cette frontière de l'évêché, et ici vous avez donc la frontière entre la Soule et le Béarn, sur cette carte hollandaise de 1631, avec Oloron et Mauléon, donc l'évêché, donc l'évêque dont il était question, Gérard Roussel, Lomallache a une source, ce mythe a une source qu'on peut identifier dans l'histoire ecclésiastique, la continuation de l'histoire ecclésiastique du cardinal Baronius, qui a été écrite par Henri de Spaun, un descendant, un Moléonais. Donc Henri de Spaun, son fils, s'est converti et est devenu évêque de Pamiers. Et il a rédigé ses chroniques, cette continuation de l'histoire du cardinal Baronius à la fin des années 1630, au début des années 1640. On a deux pages ici extraites de cette histoire, les pages 523 et 524, qui parlent de ce que Spaun appelle l'excellente action de Mailly. Alors, on peut voir que dans cette édition, l'année à laquelle on rattache l'événement est 1549, et ce que Spaun raconte, c'est qu'il y avait un prédicateur qui est venu prêcher, probablement à l'église de Perrotte, dont on voit ici la partie restante, et il aurait tenu des propos qui ont déplu au public contre l'invocation des saints, contre aussi les indulgences, et donc on l'aurait éjecté de la chaire, et
c'est pour restaurer l'autorité, son autorité épiscopale, que Gérard Roussel serait venu à Mauléon et il aurait subi à peu près le même sort. Donc en 1549. Je reviendrai sur un certain nombre de détails. Donc, il y aurait eu Pierre Arnaud de Malty qui aurait, avec une hache, démonté la chaire. L'évêque tombe, subit un choc, des blessures dont il serait décédé quelque temps après, avant de pouvoir aller prendre les eaux dans les Pyrénées, peut-être aux eaux chaudes, mais là il y a un doute. En tout cas, il y a cette attaque contre la chair, contre Gérard Roussel, et on peut se poser la question, est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que Spond ajoute à cette vérité, ou est-ce que c'est lui qui invente tout, ou peut-être seulement en partie? C'est un événement, mais un événement marquant dans le texte de Spond, mais il y a plusieurs critiques qui ont été émises contre ce récit, à la véracité douteuse, déjà au XVIIe siècle par Pierre de Saint-Franck, qui dit que ce sont de plus inventions et contre la vérité. Mais il rappelle, quand même, Pierre de Saint-Franck rappelle un événement similaire, l'expulsion d'un prédicateur en 1545 à Oloron. Il s'agirait de Bernard Di Paloma ou Bernard Conté en fonction des sources, qui était un Augustin. Après avoir passé en revue beaucoup de sources, que ainsi soit l'incident de Mauléon n'a pas été fatal à Roussel, contrairement à la légende, soit il s'est déroulé beaucoup plus tard que ce qu'on ne le pensait, car Gérard Roussel ne décède pas en 1549, mais en 1555. Et elle ajoute, il est également possible et même probable que l'événement n'ait en fait jamais eu lieu. Et pour soutenir cette dernière possibilité, l'auteur de l'article cite l'histoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie de Florimond de Rémaux, qui est un conseiller au Parlement de Bordeaux, et qui dit beaucoup de choses sur Roussel et contre Roussel, mais il ne parle pas de cette attaque contre lui à Mauléon. Et on pourrait aller un peu plus loin, et c'est ce que j'ai essayé de faire, en regardant si cet événement rapporté par Spond pour 1549 apparaît dans des sources qui seraient susceptibles d'en parler, car une attaque contre un évêque, surtout à l'époque, ne passait pas inaperçue. En 1546 et 1551, édité en 1966, il n'y a pas de trace de cet événement. Et l'événement est aussi introuvable dans d'autres sources contemporaines. Et ici, vous avez 2 volumes de correspondance. Le premier volume est la correspondance du cardinal Georges d'Armagnac pour les années 1530-1560. Le deuxième est la correspondance du cardinal Jean du Bellay, 2 prélats qui ont eu de missions diplomatiques très importantes à Rome à cette époque-là, et qui n'en parlent pas non plus. Ils parlent d'autres choses aussi. Ils parlent d'autres choses concernant surtout le Béarn, mais ils ne parlent pas de l'événement, donc de l'attaque contre Roussel. Il paraît que Roussel n'a jamais été attaqué par Pierre de Malty dans l'église de Berlot. Alors pourquoi Roussel apparaît dans le texte de Spond? J'ai une explication, et aussi une explication qui tient compte de l'année en question, 1549. Pourquoi cette année? Pourquoi pas une autre? Donc sur cette page, on voit juste un peu, quelques unités, quelques passages qui sont déjà indiqués par l'auteur dans la marge. Vous avez des petits textes qui permettent de se repérer très rapidement dans l'histoire. Tout en bas, vous avez le décès
de Marguerite, reine de Navarre, en décembre. Ensuite, vous avez un discours sur Gérard Roussel, évêque d'Oloron, un discours assez défavorable à Gérard Roussel, qui est considéré comme le propagateur de la foi réformée dans cette histoire de Spond. Et ensuite, vous avez un petit passage sur la famille de Spond qui dit que, contrairement, alors, on va y venir, l'excellente action de Maïti, contrairement au Maïti, donc son père, surtout, ses ancêtres, se sont laissés abuser et ont adopté la foi réformée. Donc on a cet enchaînement de sujets qui permettent de répondre à mon interrogation, dans la mesure où Gérard Roussel était un protégé de Marguerite d'Angoulême, la reine de Navarre, qu'il a déjà sorti de quelques complications judiciaires au milieu des années 1530. Et donc c'est très probablement grâce à son soutien que Gérard Roussel arrive à l'évêché d'Oloron. Ce que Spond voulait faire, c'est de faire tomber Gérard Roussel juste après la disparition de sa protectrice. La protectrice est partie, décédée. On a cet évêque trop ouvert aux idées nouvelles et qui doit aussi disparaître de l'histoire grâce à l'excellente action de Maïti, qui continue sur la page suivante, qui, contrairement au Spond, a continué à défendre la foi catholique et a pris, j'allais dire une arme, mais finalement on peut associer la hache à une arme dans ce contexte-là, pour s'attaquer à la chair. Juste pour compléter le contexte, il y a ici un passage au tout début sur un édit d'Henri II, donné aussi au sujet de la religion catholique et au sujet de la défense de la religion catholique. La persécution des protestants est au cœur de ce texte. Et l'action contre les protestants et l'action pour la défense de la foi catholique. Alors, 1549, bon, on pourrait dire que cette date a été choisie parce que la reine de Navarre décède. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi véritablement une politique de persécution depuis déjà 1549, donc mise en œuvre par la monarchie française. On voit dans les débuts de la réforme protestante en Guyane, qui regroupe des publications qui éditent des arrêts du Parlement de Bordeaux, un grand nombre d'arrêts rendus compte des protestants sous le temps. Dans les années 1549-1550, surtout en 1550, mais on a un premier texte, un premier arrêt qui nous donne des détails très intéressants sur la mise en œuvre de cette persécution. Le 27 novembre 1949, on a un magistrat, le procureur Lahaye, qui explique que le capitaine du château de Mauléon, Jean de Tarbet, a envoyé certains rôles d'hérétiques du pays de Soule. Alors, j'ai essayé de trouver la liste, on ne trouve pas, d'autres n'ont pas trouvé non plus. Peut-être un jour va-t-on découvrir cette liste. En tout cas, on a cette information qu'une liste a été dressée et envoyée à Bordeaux. Et l'envoi a été fait via Dax, où siège le lieutenant du sénéchal des Lannes, un certain Jean de Casella, ou Casellar, on verra, qui apparaît dans tous les arrêts, ou quasiment tous les arrêts qui sont rendus compte des individus suspectés d'hérésie à Mauléon ou en Soule. Et ensuite, cet arrêt-là dit que tous les procès contre les protestants, contre les hérétiques, entre guillemets, doivent se faire à Bordeaux.
Et ensuite, en 1550, on a deux séries d'arrêts contre des protestants en Soule, en mai, début mai et fin mai. Donc on est en 1549, on passe en 1550, il y a 20 personnes, en tout cas j'ai réussi à compter 20 personnes suspectées d'hérésie en Soule, qui sont condamnées par le Parlement de Bordeaux. Et quand on voit les arrêts, 5 d'entre elles font l'objet de charges et informations depuis juin 1546. Et la première partie du récit de Spond reprend un récit d'un événement historique, donc noté par un contemporain en 1546. Et voici la source qui nous parle de l'événement survenu en 1546, édité par Jean de Julien. Il s'agit du journal de Pieris de Casalivetari, qui était notaire royal de Moléon, mais aussi greffier de l'officialité d'Oloron en Soule, ce qui est intéressant pour notre propos. Et ce journal va de 1539 à 1547. L'auteur n'est pas très bavard, il est moins bavard que Spond. Voici un passage, enfin deux, un premier passage concernant l'attaque contre un religieux de l'ordre, et donc je vous résume à peu près ce qui est écrit. Un religieux de l'ordre de Saint-François, du couvent d'Orthez, et fils de Rabastens un vigeois, qui est venu prêcher le carême contre la volonté de Monseigneur frère Gérard Roussel, évêque d'Oloron. Il a prêché contre la volonté de l'évêque, qu'il a bien mis en garde. Le peuple l'a tiré, la chair dehors l'église, sur le cimetière, dont fut faite information tant contre le dit religieux, cardinaux Janciens, en fonction de l'orthographe, ici c'est Janciu, prieur de la ville, Bernard de Balest, Jean de Lisave, ou Lisave, dit de Recolot, et Père Arnaud de Maïti. Information faite à la requête du procureur général du roi à Bordeaux. Le passage qui suit sur la page suivante dit que furent faites plusieurs informations contre certains luthériens de Moléon, et au mois de juin, Pierre de Rospide, brigandier, autrement dit Patrick, fut pris comme luthérien par maître Jean de Casalar, lieutenant particulier d'Axe, commissaire royal député. Pierre Arnaud de Maïti n'est pas seul. Il n'est pas seul à agir. On voit aux côtés d'autres personnes de Moléon, d'autres notables de Moléon. Mais la première partie du récit de Spond est assez similaire, donc à un religieux qui est expulsé, mais là on a le détail sur la chair qui a tiré dehors dans le cimetière. Flou, en tout cas on voit une action dont Spond s'est très probablement servi pour bâtir son texte. On a la mention à la requête à la toute fin du procureur général du roi à Bordeaux, et dans le texte de Spond, on a la mention Pierre Arnaud de Maïti a été ensuite relaxé pour son action donc contre Roussel devant le Parlement de Bordeaux. Ici, on a la mention d'une enquête, en tout cas une information entre autres Pierre Arnaud de Maïti. Alors, je suis allé à Bordeaux, j'ai essayé de retrouver dans les arrêts du Parlement une quelconque trace de Pierre Arnaud de Maïti ou de ceux qui sont mentionnés dans ce passage, sans succès malheureusement. Estimation, un calcul qui a été fait par un collègue américain à la fin des années 90, de 1990, il y aurait peut-être 57%, 60% des arrêts du Parlement de Bordeaux qui sont conservés. Et donc, à peu près, on aurait 40% de pertes. Peut-être trouvera-t-on un arrêt ou un document dans les archives du Parlement de Bordeaux sur cette affaire.
tout n'est pas bien inventorié, tout n'est pas transcrit, et donc je garde encore un espoir, comme toujours quand il y a des pièces qui manquent. Si vraiment l'affaire a été portée devant le Parlement de Bordeaux, je pense que la participation de Pierre-Arnaud de Mailly, aux côtés d'autres, a pu probablement faciliter aussi l'issue du procès en sa faveur et en faveur des autres. Ce qui est très intéressant dans ce texte, dans le premier passage, c'est que d'un côté on a le religieux, anonyme, même si on a quelques détails au tout début, et ensuite on a une liste, petite liste, de ceux qui ont agi contre lui. Et juste après, Pierre-Yves de Casali-Vetnari nous dit plusieurs informations contre certains luthériens, au pluriel, dont il ne cite qu'un seul qui a été pris. Il faut dire aussi que les personnes qui étaient visées par des charges et qui ont été condamnées ne se trouvaient pas sur les lieux, donc sont enfuis. Quand ils ont appris qu'il y avait des charges contre eux, ils se sont enfuis, plus ou moins temporairement ou pour des années, parce que certains étaient même expulsés du royaume, c'est-à-dire ils devaient quitter la Soule, comme le royaume de France, donc ils ne pouvaient pas aller en France, ailleurs non plus, donc le plus souvent ils allaient en Béarn. Et donc on a une date, 1546, le mois de juin, et curieusement en 1546, on voit non seulement le fait que Pierre-Yves de l'Hospice a été arrêté, et donc il y a une persécution en cours, mais aussi que Henri II d'Albret, qui est le seigneur souverain de Béarn et roi de Navarre, prend une ordonnance contre les prédicateurs errants, contre les hérétiques, le 30 août 1546. On a beaucoup parlé de la chair. Je vais arriver dans la dernière partie, avant une conclusion rapide. Dans l'ouvrage de Patrick Cabanel sur l'histoire des protestants en France, 16e, 21e siècle, il y a un passage assez intéressant et éclairant, me semble-t-il, pour notre propos. En 1536, à Bourges, les auditeurs du prédicateur Jean Michel, et là je cite Patrick Cabanel, sont tellement enthousiastes qu'ils expulsent de la chaire de la cathédrale l'inquisiteur Mathieu Horry quand il veut entreprendre de dénoncer ses propos. En 1541 et encore en 1554, évangéliques et conservateurs se disputent cette chaire à l'occasion des sermons de Carême. Se disputent cette chaire, c'est à la fois au sens figuré, mais aussi au sens propre, comme on a vu au tout début de la citation. Et dans ces années-là, donc fin des années 1530, 1540, mais jusqu'au milieu des années 1550, dans les églises en France, ailleurs aussi en Europe, il y a un débat assez vif sur le devenir de l'Église. Et il y a bien sûr les partisans de l'ordre ancien, entre guillemets, et il y a bien sûr les défenseurs des idées proposées par Martin Luther, les collègues de Gérard Roussel, qui sont entre les deux, et parfois critiqués par les protestants, par Jean Calvin notamment, dans la seconde moitié du XVIe siècle, mais au XVIIe siècle, surtout critiqués par les catholiques, les prélats catholiques, pour son ouverture justement, qui pouvait permettre la propagation des idées nouvelles, donc du protestantisme. Et ce qui est intéressant à mon avis dans ce passage, c'est que dans beaucoup d'églises, les débats ont duré. Et il fallait parfois passer par des actes tels que l'expulsion. Alors, est-ce qu'il y avait des actes de violence? Parce que là, on parle d'expulsion, d'intimidation, discussion et dispute. Est-ce qu'il y avait des actes de violence? Alors, ce que j'ai pu relever, c'est grâce à l'ouvrage très complet de Denis Pouzet sur les guerriers de Dieu, la violence au temps des troupes de religion, vers 1525 vers 1610, conclusion assez rapide, en comparant les deux textes.
L'action de Pierre Arnaud de Maïti est collective chez Casalinotari et individuelle chez Spond. Son importance dans l'action est relative chez Casalinotari. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. En tout cas, il était là, il a contribué à mobiliser le peuple. Alors que chez Spond, son importance dans l'action est absolue. Il est le seul qui agit. Probablement, sa postérité a dû beaucoup jouer dans l'écriture de cette importance absolue et de ce rôle individuel unique. On voit qu'il y a aussi un déséquilibre entre les informations. Prédicateur anonyme qui est attaqué, qui est l'objet de l'action, de l'autre côté Gérard Roussel, l'évêque d'Oloron. L'objet de l'action de Pierre de Maïti, c'est la chair, mais chez Spond, c'est la chair de la peste. Il dit 2 fois en latin, chair de la peste, donc des idées qui sont condamnables et qui sont à condamner. L'image de l'action de Pierre Arnaud de Maïti, un homme à la hache chez Casalinotari, en italique, parce qu'on n'est pas sûr qu'il a pris la hache, mais il était là, donc pour expulser la chair, il fallait des outils, donc on peut imaginer, alors que chez Spond, c'est l'homme à la hache, il n'y a aucun doute là-dessus, et on voit la différence aussi sur l'importance de son action. Chez Casalinotari, c'est une action décisive, car la persécution des protestants commence juste après. Et chez Spond, c'est une importance historique, à la fois pour la Soule, à Moléon, à la fois à l'échelle de la population de Moléon, par rapport à sa famille, mais aussi une importance par rapport à la persécution. Et dans les 2 cas, on a la chair, on a l'action, on a l'importance de Pierre Arnaud de Maïti, et on a la persécution contre les protestants qui démarre après cette attaque contre un religieux, en tout cas, à l'église de Berroche. Je vous remercie de votre attention.